Ensuite, nous allons traiter le cas des ondes mécaniques progressives à 2 ou 3 dimensions. Alors, dans ce cas des ondes à 2 ou 3 dimensions, il y a aussi une périodicité temporelle, une périodicité spatiale, et la période spatiale garde toujours les mêmes caractéristiques que dans le cas d'une onde à une dimension. Alors, on va commencer d'abord par les ondes à la surface de l'eau. Ce sont des ondes à 2 dimensions. Alors, il y a le type d'onde circulaire, ensuite rectiligne. Alors, pour obtenir ces ondes circulaires, en général, on utilise une pointe modélisée par ce point O. Alors, cette pointe, ou bien c'est la source, elle effectue un mouvement vibratoire, un mouvement, ou bien elle effectue une perturbation sinusoïdale d'une certaine période t, de fréquence n, et elle engendre une onde qui se propage à 2 dimensions à la surface de l'eau. Alors, les autres points de la surface de l'eau reproduisent le même mouvement de la source en haut, avec la même période, la même fréquence, mais toujours avec un certain retard taux égal OM, par exemple pour ce point M, OM divisé par la célérité. Et à la surface de l'eau, on observe la formation de rides circulaires. Ici, en trait continu, ce sont les rides, c'est ce qu'on appelle les crêtes. Ça veut dire les points, à cet instant, ce sont les points d'altitude d'élongation maximale. Et ces rides en pointillés, ce sont les creux, ça veut dire les points d'élongation minimale. Alors vous avez ici une alternance, comme on l'a vu au cours des animations, de crêtes et de creux. Et ce sont des formes circulaires concentrées, ce sont des cercles concentriques, et leur centre c'est O, sur le point O. Et si je considère le rayon d'un cercle RI et du cercle le plus proche, du cercle voisin, RI plus 1, alors la différence entre ces deux rayons, c'est lambda, c'est la longueur d'onde, c'est la période spatiale. De même, toujours à la surface de l'eau, nous avons ce qu'on appelle les ondes rectilignes. Ils sont obtenus avec la perturbation que crée une règle à la surface de l'eau. Et cette perturbation sinusoïdale, elle engendre une onde c'est une onde dite rectiligne. Alors ici, de la même façon, les lignes en continu représentent les crêtes et les autres en pointillés représentent les creux. Et toujours, la distance entre deux crêtes voisines, ou bien 2 rides voisines, c'est la longueur d'onde, c'est la période spatiale. Ensuite, il y a le cas du son. Alors le son, nous avons dit que c'est une onde c'est une onde progressive, c'est une onde mécanique progressive qui peut se propager à 3 dimensions. Alors, pour chercher la longueur d'onde d'une onde sonore ou bien ultrasonore, on utilise ce dispositif. Vous avez ici, alors nous l'avons utilisé au cours d'une des animations précédentes. Vous avez ici un générateur et ici vous avez un haut-parleur ou bien un émetteur, c'est un émetteur d'ondes sonores. Alors le générateur, le GBF, il alimente l'émetteur avec une tension électrique sinusoïdale d'une certaine période, d'une certaine fréquence. Alors le haut-parleur, il crée une onde sonore qui se propage dans tous les sens et sur une ligne d'Awad, on place
2 récepteurs d'ondes sonores. Alors, chacun des récepteurs, il est relié à un oscilloscope. Les deux, ils sont reliés au même oscilloscope, bicourbe, et le signal obtenu sur l'écran de l'oscilloscope, il représente l'image de la perturbation de l'onde sonore, de la perturbation sonore au point où se trouve le récepteur. Alors, en rouge, c'est le signal représentant la perturbation de R1, en vert, la perturbation en R2. Alors voici comment ça se passe, voici comment on procède. Si R2 et R1 sont placés sur la même position, par exemple ici. Alors on observe sur l'écran de l'oscilloscope 2 courbes identiques, confondues ou bien superposées. C'est évident, lorsque la distance est égale 0, ils sont placés à la même distance du haut-parleur, donc ils reçoivent la même chose en même temps. Donc, ils vont donner le même signal. Si on déplace progressivement R2, on l'éloigne de R1. Alors, on observe que, comme ceci, quelque chose comme ceci, la courbe verte, représentant R2, elle se décale progressivement de R1. Et observez que son amplitude diminue, c'est normal, parce que l'onde sonore, plus elle progresse, plus son amplitude diminue. À un certain moment, toujours en éloignant R2 de R1, on observe que les 2 courbes redeviennent en phase, comme ici. Toujours, vous avez la différence d'amplitude. Ils redeviennent en phase. Alors, lorsqu'ils redeviennent en phase pour la première fois, ça veut dire que la distance entre les deux, R1 et R2, est égale à la longueur d'onde. Ensuite, on continue à éloigner R2 de R1. Une deuxième fois, on observe qu'ils redeviennent encore en phase. Et ainsi de suite. Ainsi, la distance qui sépare R1 et R2, lorsqu'ils redeviennent en phase, alors cette distance, c'est un nombre entier de lambda. D égale k lambda. Par exemple, si j'éloigne R2 de R1 et j'observe une première fois, les 2 courbes deviennent en phase, une deuxième fois, ensuite une troisième fois. Alors ça veut dire que je peux écrire que D, elle est égale à 3 fois lambda. D'où je peux déterminer lambda. Alors D, cette relation toujours elle est valable. D égale K fois lambda est égal à K fois V fois T, c'est la relation que nous avons établie avant. Ensuite, nous allons voir ce phénomène ce qu'on appelle le phénomène de diffraction qui caractérise les ondes sinusoïdales. La diffraction des ondes progressives sinusoïdales. Et au cours des animations précédentes, nous avons vu comment il se passe, comment on obtient ce phénomène, comment on observe ce phénomène. Alors ici, on va commencer par une onde, on va travailler avec une onde rectiligne à la surface de l'eau. Alors cette eau, elle est à la même profondeur, ça veut dire que le milieu, il est homogène. Alors ici, on place un obstacle contenant une ouverture de largeur A. Alors, normalement, selon le principe de la propagation rectiligne d'une onde, voici ce qu'on peut prévoir. Alors, on doit s'attendre à ce que l'onde va sortir de l'ouverture comme ceci.
Ça veut dire qu'en cette zone et en cette zone, par exemple en ce point, il n'y aurait pas, on ne peut pas s'attendre à une onde en ce point. Ça veut dire que ce point il ne serait pas perturbé. Alors ceci, c'est ce qu'on peut prévoir. Mais lorsqu'on fait l'expérience, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a, après que au-delà de l'ouverture, de l'obstacle, il y a un changement du comportement de l'onde. Ici, il est rectiligne, l'onde est rectiligne. Ici, l'onde, elle est circulaire. Et observez que les points pour lesquels le principe de propagation rectiligne, comme celui-ci, ne prévoit pas l'arrivée de l'onde, ils sont touchés. Alors, quelques points sont touchés par l'onde. Par exemple, ici, ce point, il serait touché par l'onde parce que l'onde a changé de direction. Alors, c'est ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. Et ce phénomène de diffraction, dans ce phénomène de diffraction, il n'y a pas changement de milieu. L'onde reste toujours dans le même milieu. Oui, elle passe par une ouverture, mais ici vous avez de l'eau, et ici vous avez de l'eau. Il n'y a pas changement de milieu. Par conséquent, il y a conservation de la valeur de la longueur d'onde, lambda. La même longueur d'onde, la même période, la même fréquence. L'onde, avant l'obstacle, elle s'appelle une onde incidente, et après avoir été diffractée, on l'appelle onde diffractée. L'onde qui a subi la diffraction est appelée diffractée. Voyons maintenant l'effet ou bien l'influence de cette ouverture, de la dimension de l'ouverture, sur ce phénomène de diffraction. Alors ici, j'ai 3 cas. Le premier cas pour lequel la valeur de la largeur de l'ouverture est très grande devant la valeur de la longueur d'onde. Donc cette distance, elle est très grande par rapport à la longueur d'onde. Alors dans ce cas, on n'observe pratiquement pas de phénomène de diffraction. Vous observez ici une modification, mais ce n'est pas vraiment le phénomène de diffraction. C'est un phénomène de diffraction qui est très atténué, il n'est pas accentué. Alors si lambda, donc pratiquement, si A est très grand devant lambda, pas de phénomène de diffraction. Si A est proche de la longueur d'onde, on observe que après l'ouverture, on obtient une onde circulaire et qui touche. Alors cette onde, elle touche une superficie contenue dans ce triangle et cet angle θ, il est plus fort si la largeur de si A, la largeur de l'ouverture, est plus faible. Alors, plus A est faible, plus θ est grande. Troisième cas, pour lequel A faible ou bien petite A, la distance A est petite devant lambda. Alors dans ce cas, on observe quasiment une onde diffractée circulaire. Les rides sont centrées sur le centre de l'ouverture. Ça veut dire ici, on observe le phénomène de diffraction très accentué. Alors ce phénomène de diffraction, il caractérise les ondes progressives et sinusoïdales, et il faut savoir aussi que chaque fois qu'on a un phénomène physique qui présente ce phénomène de diffraction, alors on peut dire que ce phénomène physique, il a un aspect ondulatoire. Ça veut dire on peut l'étudier comme on étudie
une onde sinusoïdale. Et nous allons finir ce chapitre par cette notion de milieu dispersif et non dispersif. Alors on dit qu'un milieu est dispersif si la célérité de l'onde qui se propage dans ce milieu, elle dépend de la fréquence. Autrement dit, si on change la fréquence, la célérité, la fréquence de la source, la célérité change. Alors dans ce cas, le milieu, il est dispersif. Au contraire, si la célérité garde la même valeur, quelle que soit la fréquence de la source, ou bien quelle que soit la fréquence de l'onde, c'est un milieu qui n'est pas dispersif ou bien non dispersif. Alors j'ai ici les deux cas. À la surface de l'eau, lors de la propagation d'une onde à la surface de l'eau présente un milieu dispersif. Et on l'a vu au cours des animations. Ça veut dire que la célérité de cette onde se propageant à la surface de l'eau, elle dépend de la fréquence de la source. Par contre, dans le cas des ondes sonores ou bien ultrasonores, alors sonore, ultrasonore, ça veut dire des fréquences différentes. Toujours pour ces différentes fréquences, on obtient toujours la même célérité. L'onde sonore ou bien ultrasonore, il a toujours la même célérité. Par exemple, à 20 degrés Celsius, elle est de à peu près 340 mètres par seconde. Ça veut dire que cette célérité ne dépend pas de la fréquence de l'onde. Alors, donc, on dit que l'air, qui est le milieu de propagation, c'est un milieu non dispersif pour les ondes sonores ou bien ultrasonores.